Bonsoir, nous sommes le dimanche 16 novembre, il est 20h30 et je voudrais vous parler de la notion d'exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un exemple? Qu'est-ce que c'est que faire un exemple? Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'être un exemple? J'ai déjà parlé dans une précédente vidéo de la fierté, de l'identité, mais je crois que je serai encore plus clair dans mon propos si je développe la notion d'exemple, d'exemplarité, bien entendu. D'ailleurs, c'est un terme que j'aime beaucoup, que j'avais employé en 68 69, dans un mémoire que j'avais fait pour Jean Poliatchek à l'Université hébraïque de Jérusalem, où j'étais le condisciple d'ailleurs le condisciple, où j'ai rencontré Shlomo Malka, qui actuellement s'occupe de l'Arche. Il faut se faire attention aux exemples que l'on donne. Oui. Et c'est très important, notamment pour les enfants. Et oui. Il ne faut pas que ce soit un exemple trop lointain, trop inaccessible, trop ancien, quelque chose qui a été fait dans les siècles précédents, ou qui se fait ailleurs, dans un autre pays, dans une autre ville, etc. Mais il faut aussi que ce soit un bon exemple, c'est-à-dire un exemple à suivre, comme on dit. Moi j'ai une habitude, par exemple, c'est assez amusant d'ailleurs, dans mon jardin, j'enlève les feuilles mortes, les feuilles malades. Parce que je me dis, elles sont un mauvais exemple pour les autres feuilles, pour les jeunes feuilles. C'est idiot peut-être comme raisonnement, mais ça correspond assez bien à ma philosophie. Qui donner en exemple? Je me répondrai, on ne va quand même pas donner un exemple des gens malades, par exemple. Il vaut mieux donner un exemple quelqu'un en bonne santé, quelqu'un de malade. Il vaut mieux donner en exemple quelqu'un qui a une certaine intégrité, une certaine qualité physique et mentale, que quelqu'un de malade et d'handicapé et d'appareillé. La grande question, c'est faut-il donner les femmes en exemple? Et à qui faut-il donner les femmes en exemple? Certainement pas à des petits garçons. Peut-être à des petites filles, oui. Donc déjà, on voit que ce ne sont pas les mêmes exemples qu'il faut donner. Il ne faut pas se tromper d'exemple. Il faut donner un exemple des personnes qui sont accessibles, qui sont proches de nous, qui nous ressemblent. Et un petit garçon sait très bien qu'une femme, ça ne lui ressemble pas. Et inversement. Donner un exemple, en exemple quelqu'un qui ne vous ressemble pas, c'est laisser croire à l'enfant qu'il est un monstre, qu'il est unique en son genre, qu'il n'y a personne comme lui. Que surtout qu'il ne se prenne pas lui-même en exemple. Ça devient un contre-exemple. Si je donne à quelqu'un un exemple qui ne correspond pas à ce qu'il est, il va comprendre que lui-même ne saurait servir d'exemple. Et que sa seule issue, c'est de prendre exemple sur ce qu'il n'est pas. De nier ce qu'il est pour suivre ce qu'il n'est pas. Pas très heureux tout ça. Je donnerai d'autres exemples de ces problèmes. Je pense que notre civilisation, de quoi est-elle menacée, notre civilisation? Quelle est la véritable menace? Quel est le véritable péril de notre civilisation?
de notre humanité actuelle. Est-ce que c'est l'antisémitisme? Est-ce que c'est la diversité des religions, des langues? Est-ce que c'est la pauvreté ou la richesse? Est-ce que c'est les problèmes écologiques, les problèmes d'énergie? Moi, je veux me faire le prophète d'un autre péril, en ce début du XXIe siècle. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'avant-garde, elle est là pour se démarquer de la masse. Elle n'est pas là pour s'aligner sur la masse. Tout le monde en sera d'accord d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut donner l'avant-garde en exemple. Savoir se démarquer, apprendre à se démarquer, apprendre à ne pas répéter ce que fait l'autre, apprendre à ne pas lire ce qu'a écrit l'autre, surtout. C'est tout un art de savoir se démarquer. Pourquoi? Parce que ça implique déjà d'écouter ce que disent les autres pour ne pas répéter ce qu'ils ont dit. Et dans certains cafés philo, par exemple, les gens n'écoutent pas ce que les autres disent et puis ils répètent la même chose. C'est pas un bon exemple. Se démarquer, ça veut dire savoir ce qui a été écrit, ce qui a été fait avant nous. Et ça, c'est tout un travail. Le travail dans le domaine universitaire, c'est bien cela. C'est de détecter tout ce qu'on a écrit avant nous. Pas forcément parce que ça nous aura influencé. Peut-être pas. Peut-être qu'on aura trouvé la même chose. Mais les autres l'auront trouvé avant nous. Et c'est ça la dure loi de la chose. Je suis obligé de reconnaître que quelqu'un a écrit avant moi sur ce sujet. Et il a écrit la même chose. Que je le répète ou pas, que je l'ai lu ou pas, ça ne change rien. Donc la démarcation est un exemple. Se distinguer de la masse, se démarquer de la masse, se démarquer du consensus, c'est un exemple à suivre. En tout cas pour les garçons. Maintenant pour les filles, peut-être pas. Pour les filles, au contraire, il faut s'aligner, il faut faire comme les autres, il faut être conforme au consensus, en vigueur. Vous voyez bien que les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Mais pas du tout les mêmes. Alors certains diront, oui, mais on peut aussi bien être à la fois dans le consensus et être génial. Mais non, c'est incompatible. Le génie n'est pas compatible avec le consensus. Il faut que ce soit une fois pour toutes bien compris. Je dis, je ne demande pas que les femmes deviennent des génies. Mais il n'est pas souhaitable, c'est le fameux débat sur les classes non mixtes, il n'est pas souhaitable de donner les mêmes exemples aux petits garçons et aux petites filles. Ça ne paraît pas du tout souhaitable. Parce que ça n'aura pas la même signification. Ça ne sera pas vécu de la même façon. Oui, pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cas, ça sera vécu comme quelque chose qui correspond à ce que je dois être, à ce que je dois devenir. Parce que je suis comme ça déjà. La glacière, tu l'as laissée. Et dans l'autre cas, ça sera au contraire devenir autre que je suis. Puisque j'ai un exemple qui ne correspond pas à ce que je suis. Qui correspond à ce que je devrais soi-disant être. Alors là, on tombe dans les excès de Simone de Beauvoir, qui dit que voilà, on peut choisir ce qu'on veut devenir. Bon, passons. C'est pas une très bonne idée. Pour revenir à la question que je posais tout à l'heure, oui, je l'avoue, je dois reconnaître que le péril principal, c'est de confondre les hommes et les femmes. C'est la synonymie anthropique à NTHROPIQ, c'est-à-dire l'idée que c'est la même chose. Je crois qu'il n'y a pas eu de plus belle aberration que cette idée que ce que nous voyons comme différent
nous devons nous forcer à le penser comme identique. Ça, c'est un véritable poison pour l'humanité, pour la pensée, qui peut nous mener à la catastrophe. C'est là le vrai problème. Un autre problème, malheureusement, que je dois évoquer, c'est la misanthropie féminine. C'est-à-dire que quelque part, les femmes se sont jurées de démolir et de détruire l'humanité. L'humanité masculine, évidemment. L'humanité tout court. Pourquoi? Parce que, de toute façon, s'il fallait construire une nouvelle humanité, ça impliquerait la destruction de l'humanité précédente. Donc finalement, en voulant soi-disant construire une nouvelle humanité, sur de nouvelles bases, avec une nouvelle programmation, on remet totalement en question tout ce que l'humanité a construit. Il y a une telle détestation de l'espèce humaine que c'est pas grave. Allez hop, à la poubelle, à la trappe. C'est cela que j'appelle la misanthropie féminine. Puisqu'on nous parle de misogynie, et que le mot misanthropie veut dire simplement quelqu'un qui a horreur du genre humain, voire Molière et son misanthrope, je pense qu'on est obligé de rajouter le féminin, féminine, à misanthropie, sinon on va tomber dans des confusions, dans des quiproquos qui ne sont pas souhaitables. Il convient donc de nous pencher sur la misanthropie féminine, sur ses manifestations diverses, sur son côté destructeur et déconstructeur, car c'est bien de ça dont il s'agit. Et tous les autres problèmes, quels qu'ils soient, sont bien moins graves que cette question-là. Nous avons un ennemi de l'intérieur de l'humanité qui s'appelle le genre féminin et qui en réalité n'a d'autre objectif que de détruire l'humanité. C'est le cheval de Troie. C'est la décadence. C'est de dire que les hommes d'aujourd'hui ne valent plus rien, que les hommes d'hier, oui, il y avait des grands hommes, mais aujourd'hui c'est terminé. Nier le génie contemporain chez l'homme, de façon à ce qu'il ne fasse pas de l'ombre au génie féminin. En fait, on sait très bien, tout ça c'est du pipeau. On sait très bien que dans les réunions où l'on fait parler les gens, il y a essentiellement des hommes. Par exemple, là, j'étais à la journée du CRIF, la 5e convention du CRIF, conservative des institutions juives de France. On a écouté Bernard-Henri Lévy, on a écouté Alain Finkielkraut et quelques autres, l'ambassadeur d'Israël. Il y avait très peu de femmes parmi les intervenants. Et quand elles parlaient, c'était pour témoigner d'un savoir, de transmettre des données, en quelque sorte. Ou des témoignages personnels, mais c'était pas ça volait pas très haut. Et on le sait très bien, ça. À moins, bien entendu, de laisser à une femme de lire un texte préparé par d'autres, qui ferait illusion. Je pense qu'il est temps de séparer, comme d'ailleurs ça se fait dans la synagogue, les hommes et les femmes, pour que chacun puisse vivre à son échelle, à sa dimension, et en paix et en harmonie. Et le mélange des genres est quelque chose de haïssable.
sauf bien entendu dans le cas du mariage, dans le cas de la formation des couples, ce qui est tout à fait respectable et vénérable. Ça, c'est une évidence. Mais nos ancêtres, d'ailleurs, juifs et autres, n'auraient jamais imaginé, je pense à la démocratie grecque, qu'est-ce que l'on discute entre les femmes sur des grands sujets. Ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucune raison d'être. Et quand je vois cela, je me dis pauvre humanité.